participer à une réunion fait que c'est le résultat d'une collaboration donc entre l'I2EPI, la CCI Alsace Eurométropole et puis également, enfin Strasbourg Eurométropole, je devrais dire maintenant, et puis également l'INPI. Donc moi, je suis Philippe Borne, je suis le délégué régional de l'INPI. Nous avons également autour du micro donc Anne Grouzel qui représente l'I2EPI et Bonjour puis à tous. Emmanuel Asser qui Bonjour. représente donc la CCI. Alors le sujet donc, pour ce 50e Propial, c'est comment valoriser le capital immatériel de votre entreprise et pour cela, pour traiter de ce sujet, donc nous avons, 4 intervenants que je vais commencer par vous, présenter maintenant. Tout d'abord Mathieu Hamel. Alors Mathieu Hamel donc qui est docteur habilité à diriger des recherches en chimie organique de l'université de Caen-Normandie. Il a intégré le CEA, donc le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives en 2009, où il a passé 12 ans. Donc, vous voyez Mathieu là Bonjour à qui tous. vient d'apparaître. Depuis mars 2022, il a rejoint la start-up Illicit Plant, donc, et c'est à ce titre qu'il est avec nous aujourd'hui. C'est une start-up installée donc dans les Charentes. Et il y occupe la double fonction de chercheur senior en formulation et responsable de la propriété intellectuelle. Alors, bon, Mathieu précise bien qu'il n'est pas conseiller en pays, mais donc son rôle au jour le jour est de créer, articuler, animer la stratégie de propriété intellectuelle, écrire les descriptions donc et faire le lien entre les dirigeants, donc les équipes de R&D et le conseil en propriété industrielle. Et à ce jour, donc, Mathieu Hamel est l'éditeur d'un livre, a signé près d'une centaine de publications et est à l'origine donc de 34 brevets prioritaires. Ensuite, nous aurons Didier Patry. Alors Didier Patry, j'allais dire, on ne le présente plus maintenant, puisque Didier a exercé de nombreuses fonctions dans des grandes entreprises. Je pense notamment à Swatch, je pense à HP, donc en tant que responsable de la propriété intellectuelle. Ensuite, Didier a été directeur général de France Brevet. Et donc, Didier fait partie maintenant des fondateurs de Optimage, donc qui est une PME, une start-up, on va dire. On pourrait parler de start-up. Une PME donc qui donc est chargée de proposer des services dans le domaine de la valorisation des portefeuilles brevets. Euh, donc bien connu maintenant, Didier. Donc on est heureux de t'avoir avec nous, Didier. Ensuite, on aura Laurence Joly. Alors Laurence Joly, on la connaît également puisque Laurence donc a passé de très nombreuses années à l'INPI. Bonjour à tous. Bonjour Laurence, donc en tant que directrice de l'Observatoire de la propriété intellectuelle. Et puis ensuite, Laurence s'est lancée dans l'aventure de la création d'entreprise. Et donc, c'est à ce titre qu'elle est chez nous. Donc, l'entreprise s'appelle Diag Grow. Et donc, c'est à ce titre qu'elle est avec nous cet après-midi, donc pour nous parler de ce sujet de la valorisation donc, des actifs de propriété intellectuelle. Et puis enfin, nous aurons Maël Bosson, donc, qui nous donnera également un témoignage, cette fois donc côté entreprise. Donc après son doctorat, Maël Bosson, qui est aujourd'hui propriétaire et fondateur d'eBay Labs, a décidé de mettre en œuvre la magie des mathématiques. Donc vous voyez Maël, il est avec nous, et des logiciels donc pour accélérer l'adoption du vélo. Donc eBike Labs c'était né donc et c'est une société qui est basée à Grenoble. Il faut le préciser, qui a été créée en 2015 et qui est spécialisée donc dans les solutions logicielles pour vélo à assistance électrique. Alors, avant de passer la parole à Mathieu, donc de Illicit Plant, je dirais que vous pourrez bien sûr poser des questions en live et puis également via le chat. Donc, Anne va surveiller le chat et vos questions. Et puis, on prendra ces questions à la fin de chaque intervention. Voilà, je passe le micro à Mathieu pour une dizaine de minutes, donc de témoignages, de retours d'expérience qui viennent du monde de l'entreprise. Mathieu, c'est à toi. Merci. Merci beaucoup Philippe pour cette introduction. Je suis ravi de participer à ce 50e Propial. Je n'ai pas prévu de transparent, je vais tout faire à l'oral. Dans un premier temps, je vais vous dire quelques mots sur la société Illicit Plant. Comme l'a dit Philippe, nous sommes une PME située en Charente. Plus vraiment une PME parce qu'on a atteint le stade d'à peu près 80 employés là récemment. Mais on est encore sur des statuts un petit peu hybrides entre PME et start-up. Donc, nous sommes une société d'agribiotech, c'est-à-dire que nous vendons des produits agriculturaux à destination des fermiers, des agriculteurs, pour notamment la résolution du stress hydrique
sur les grandes cultures. Donc les grandes cultures, c'est principalement le maïs, les céréales à paille, le tournesol. Et le stress hydrique, c'est pas forcément trop l'actualité de ces 6 derniers mois, notamment en Charente, mais c'est le manque d'eau. Donc c'est un sujet d'actualité partout dans le monde en raison du dérèglement climatique. C'est un sujet qui est vraiment important de par cette double équation qui est l'augmentation de la population mondiale. Les projections donnent 10 milliards d'êtres humains en 2050 et également la réduction de la surface des terres cultivées. Donc, en gros, il y a plus de gens à nourrir avec moins de surface. Donc, il faut qu'on trouve des solutions. Et la solution que propose Illicit Plant, c'est d'augmenter le rendement des récoltes à partir de produits qui sont biosourcés. On utilise notamment des molécules qui sont des phytostérols. Ce sont des molécules qui sont constitutives des plantes et qu'on rend aux plantes après avoir formulé. Alors, à l'origine, ces phytostérols, ils ont été découverts par l'un de nos fondateurs, Olivier Goulet, qui était actionnaire dans une société en cosmétique. Euh, euh, donc, ces phytostérols sont couramment utilisés dans le milieu food et également cosmétique. Et Olivier Goulet a identifié le potentiel de ces phytostérols. Et, euh, et très vite, euh, il s'est rendu compte de la nécessité de déposer 2 premières demandes de brevet. Donc, Illicit Plant a été créé en juillet 2017 et les 2 premières demandes de brevet ont été réalisées à peine un mois après, en août 2017. À partir de là, vraiment, moi je pense que la propriété intellectuelle a contribué à un phénomène de traction euh, quasiment exponentielle du capital immatériel de la société, parce que ces 2 premières demandes de brevets ont maturé. En 4 ans, donc c'est-à-dire entre 2017 et 2021, il y a eu 2 autres demandes de brevets qui ont été déposées. Et ce portefeuille de 4 brevets, pour une jeune société, hein, parce qu'à l'époque, 2021, c'était une dizaine d'employés, pas plus. Donc, 4 demandes de brevets pour 10 employés, c'était pas mal. Ça nous a permis de réaliser notre première levée de fonds. Et cette première levée de fonds, elle a été cruciale. Pourquoi? Parce qu'elle a été, déjà dans un premier temps, elle a été très bien accueillie par les investisseurs. Et le portfolio brevet à cette époque, déjà conséquent, a été vu comme un capital immatériel très sain, donc qui a permis de réaliser une levée de fonds qui a été au-delà des espérances des fondateurs de la société. Ils ont eu vraiment cette chance d'avoir des partenaires qui ont cru en eux, notamment par la propriété intellectuelle. Et en fait, cet effet de traction, il est intervenu par la suite parce que ce capital qui a été levé après la première levée de fonds a permis de réinvestir en recherche et développement, donc ce qui a permis d'augmenter à nouveau le portefeuille brevet. Donc pour les 4 premières années, il y a eu 4 dépôts de brevets. Sur ces 3 années depuis 2021, on a pu déposer 5 nouveaux brevets prioritaires. Donc, traction au niveau de la propriété intellectuelle, traction au niveau de la R&D qui a été financée de manière assez massive après la première levée de fonds, à la fois en équipement, mais aussi et surtout en termes de moyens humains. Ça a permis notamment d'ouvrir le champ des connaissances, donc ça a permis d'augmenter les brevets. Ça a permis des embauches de personnel que je qualifierais d'un peu plus senior, un peu plus expert, et notamment, là, c'est mon cas, voilà, j'ai 44 ans, à la création d'une start-up, on ne peut pas forcément embaucher une personne de cet âge-là. Ça a permis je dirais, de mettre les bonnes personnes au bon poste. Parce que dans une start-up, évidemment, on est au four et au moulin, on peut cumuler deux, trois fonctions pour dépanner. Là, ça nous a permis de nous structurer et de rajouter vraiment
des personnes expertes dans leur domaine et qui, du coup, augmentent la professionnalisation, je dirais, autour d'eux. Donc, voilà, je dirais, c'est comme ça que cette traction a été emmenée. Si, ça nous a permis aussi de répondre à des appels à projets étatiques, un appel à projet français et un appel à projet européen. Donc, ça nous a permis également d'augmenter notre capital R&D au travers de dépôts de projets qui ont été fructueux. Donc là, on parle de plusieurs millions d'euros d'aide. Donc pour une jeune société, c'est très important. Et voilà, dans tout ça, ce que je vous disais actuellement, nous sommes actuellement à peu près 80 personnes avec 9 familles de brevets pour une start-up du monde agricultural en 7 ans. C'est quelque chose qui a largement, je pense, dépassé les ambitions des fondateurs à leur début. Voilà. J'ai peut-être été un petit peu vite. Je sais pas combien de temps j'ai duré. Ah oui, parce que là, Merci Mathieu. on est qu'à 6 minutes sur les 10, donc c'est vrai. Mais c'est bien, ça laisse du temps pour les questions éventuellement. Voilà, Merci exactement, Mathieu. ouais. Donc il n'y a pas de questions dans le fil de conversation. Je rappelle que vous pouvez poser des questions dans le fil de conversation. Vous pouvez poser des questions dans le module Q&R que vous avez juste en haut. Et vous pouvez également lever la main et demander de prendre la parole. Y Alors a-t-il moi, des du coup, questions pour Mathieu? s'il n'y a pas de questions dans le chat, du coup, moi, j'en aurai une. En fait, Mathieu, tu nous as dit que tu avais commencé par déposer donc 2 demandes de brevet, puis 2 autres. Bon, les demandes de brevet, il faut des fonds pour déposer ces demandes. En fait, le financement de ces premières démarches en matière de dépôt de demande de brevet, ça s'est passé comment? En fait, ça a été sur fonds propres, sur, heu, l'argent des fondateurs ou, est-ce qu'il y a eu un accompagnement? Je crois il me semble que France Brevet, alors ça J'allais y venir. voilà, OK. Effectivement. Bon, bah, je te laisse la Allez-y, levez parole. la main. Alors, moi, j'étais pas là à l'époque, mais Didier me corrigera si je me trompe. Effectivement, c'était sur fonds propres, mais Elicit Plant était une des dernières sociétés qui a pu être accompagnée par France Brevet à l'époque. Et ça nous a largement aidé, effectivement, de deux manières. D'un point de vue économique, bien entendu, mais aussi pour mieux appréhender, euh, comment dire, euh, la stratégie de propriété intellectuelle qu'une société doit acquérir dès son plus jeune âge. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu 5, 10, 15 ans avant de déposer des brevets. Et je pense que les fondateurs ont appris très très vite à différencier brevets de secrets industriels et à savoir sur quoi il fallait mettre l'accent, qu'est-ce qu'il faut breveter, qu'est-ce qu'il vaut mieux garder pour soi-même, selon quel ratio. Et ça, je pense que France Brevet a largement contribué. Didier. Oui, je confirme, hein, donc effectivement, Elicit Plant a été la dernière société à rentrer dans le programme appelé à l'époque de Fabrique à brevet. Donc, nous avions financé à un montant assez conséquent, d'ailleurs, les demandes de brevets qui étaient en préparation. Donc ça, c'était important pour la société parce que quand on est dans une situation avant levée de fonds, ce qui manque beaucoup, c'est le cash. Et donc le contrat tel qu'il était passé avec Elicit Plant, et qui était un contrat classique de l'époque, c'était vous nous rembourserez lorsque vous ferez votre levée de fonds, ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc Elicit a honoré ses obligations contractuelles. Malheureusement, on nous a demandé de fermer ce programme, ce qui était un peu triste, parce qu'on avait aidé au passage une trentaine d'entreprises, donc, dont celle-ci. Et en fait, on était assez convaincus qu'il y avait là un potentiel de créativité, d'innovation qui était fort. Et surtout, notre analyse, c'était que la propriété intellectuelle et les brevets seraient des éléments déterminants, comme le dit Mathieu, pour convaincre les investisseurs, parce que dans le domaine surtout de l'agriculture, on sait qu'on est dans un environnement des biostimulants, dans l'environnement des entrants. Il y a quand même quelques sujets et des entreprises qui sont assez fortes et assez bien implantées. Et d'ailleurs, ça m'amène à une question, et je ne sais pas si on est autorisé à poser une question supplémentaire à Mathieu, mais est-ce qu'il dirait aujourd'hui que pour lui, et j'ai l'impression que c'est quand même le cas, cette stratégie brevet qu'il pilote maintenant brillamment, est-ce que ça a des répercussions sur les chercheurs, sur les gens de la R&D? Est-ce qu'ils sont heureux, je dirais, ou ravis de s'inscrire dans ce genre
de stratégie, d'être à l'origine de textes, d'avoir leur nom sur un brevet? Est-ce qu'il y a un phénomène de reconnaissance que l'on observe dans la société? Oui, tout à fait. C'est moi comment je l'explique aux petits jeunes quand ils arrivent dans la société, il y a trois moyens de valoriser ces travaux en interne. Le premier, tel qu'on le connaît pour ceux qui viennent du domaine académique, ce sont les publications. Mais chez Licite Plante, en tout cas, il n'y a pas que ça. Le deuxième, c'est commun un peu à toutes les entreprises du domaine des technologies, ce sont les brevets. Et le troisième moyen, c'est cette petite satisfaction de voir un jour que dans un portfolio commercial, il y a un ou plusieurs produits qui arrivent et qui sont issus de son propre savoir-faire. Et, euh, et j'en reviens à la deuxième partie, c'est que pour bien protéger son savoir-faire, forcément, à un moment donné, il faut déposer des brevets. Donc c'est bien pris en compte par les équipes R&D. J'ai cette chance également, en ayant les doubles compétences, de pouvoir bien leur expliquer les tenants et les aboutissants. Je parle le même langage scientifique qu'eux et je les accompagne au jour le jour. Et voilà. J'espère que ça répond à ta question, Didier. Merci Mathieu. Oui, oui, non, mais complètement. Et je pense que c'est aussi ce qu'on observe dans certaines entreprises qui même montent des programmes de dépôt de brevets pour en fait aider à la motivation. C'est un élément de motivation quand c'est bien fait. Évidemment, il faut que ce soit bien fait, bien orchestré et bien organisé. Mais quand c'est le cas, en fait, effectivement, les jeunes chercheurs, les jeunes ingénieurs se prennent au jeu et sont assez ravis de ce jeu intellectuel qui, sous une certaine forme, peut aussi contribuer à leurs travaux de recherche quand il y a quelqu'un comme toi qui a un niveau de culture scientifique et de compétences qui fait qu'il y a une sorte de synergie entre la rédaction, le département propriété intellectuelle et la R&D. Et là, ça devient un jeu, quelque part, intellectuel satisfaisant. Ah, on se tire vers le haut. Bien, merci, merci Mathieu. Donc, puisque Didier tu as la parole, donc je vais te demander de la conserver, puisque c'est à toi maintenant de nous présenter donc, alors peut-être pas les activités de Optimize, mais ce que tu entends donc par valorisation du capital immatériel de l'entreprise. Voilà, je te passe la parole et oui, voilà, c'est bon, on est en mode diaporama. À toi, Didier. Merci. Philippe, c'est gentil. Donc, j'espère que la technique va ne pas faire trop de caprices et j'espère que vous voyez mon écran. Donc, merci Mathieu pour cette introduction qui est fort motivante et fort intéressante. J'ai eu le privilège d'aller sur le site d'Elicite Plante. Je ne sais pas si Mathieu vous accueillerait si vous passez par là. C'est près d'Angoulême, sur une petite ferme, si je ne dis pas de bêtises, de 800 hectares. À peu près 1000 hectares maintenant. Ah, pardon, là, je n'avais oublié 200. Et donc on est en réel, c'est-à-dire qu'on développe les produits, on les teste sur place, et d'ailleurs, le propriétaire de la ferme, qui est agriculteur, est un des fondateurs de la société. Donc on est vraiment, vraiment dans le concret. Et donc, en ce sens, le témoignage de Mathieu est fabuleusement intéressant. Merci encore, Mathieu, de cette intro. Merci à vous Merci. tous et à vous toutes de nous écouter. Merci à la CCI, l'INPI, l'IEEPI d'organiser cette propiale. Donc, je vais essayer de vous parler de valeurs et la façon dont nous la vivons et vous donner quelques clés, quelques éléments de retour d'expérience également, pratico-pratiques, qui vous permettront, je l'espère, dans vos laboratoires de recherche, entreprises ou sociétés dans lesquelles vous travaillez, d'avoir des éléments utiles. La première chose, quand nous, on parle de valeur, ce n'est pas au premier chef, et vous en aurez une présentation tout à l'heure, ce n'est pas nécessairement mettre une valeur en euros, ce n'est pas un exercice comptable. Pour nous, ce qui est important dans la valeur, c'est valoriser au sens sublimer, être capable de détecter cette valeur, être capable de donner de la valeur. En fin de compte, globalement, pourquoi est-ce que j'ai ces actifs, à quoi ils me servent et est-ce qu'ils me sont utiles déjà à ce stade, c'est déjà avoir de la valeur. Les deux défis qu'on rencontre le plus souvent, ce sont déjà dans un premier temps déceler cette valeur et en même temps donner cette valeur. Pourquoi déceler? Alors, c'est moins compliqué pour quelqu'un comme Mathieu qui gère 9 familles de brevets. C'est nettement plus compliqué pour un institut de recherche, par exemple, comme l'INSERM, qui a 2000 familles de brevets en stock et en gestion, ou des très grandes sociétés
Par exemple, pour Toyota, pour vous donner un chiffre, qui n'a pas 9 familles de brevets, mais 70 000. Et là, vous pouvez imaginer qu'une entreprise de ce type a nettement plus de difficultés pour savoir être capable de trier le bon grain de livret, en d'autres termes. Donc, déceler la valeur, c'est pas complètement simple. Et même quelqu'un comme Mathieu, qui a un portefeuille de taille tout à fait raisonnable, mais un peu plus petit que ces grands groupes ou ces grandes sociétés, lui-même quelque part se gratte la tête parce que lorsqu'il est face à une invention, lorsqu'il est face à une proposition, est-ce que celle-ci doit donner lieu ou non à un brevet? C'est quand même un petit peu d'argent, même si l'INPI et d'autres régions et structures nous aident au niveau des taxes. Quoi qu'il en soit, en fin de compte, pour toute structure, ça reste quand même un investissement. Donc, il ne faut pas faire n'importe quel investissement. Donc, comment est-ce que je détecte cette valeur? Et puis, dans un deuxième temps, lorsque j'ai des brevets, comment est-ce que je fais pour leur donner de la valeur? Pour être capable de déterminer et de dire à des investisseurs, comme Mathieu l'a expliqué, Elicit a fait une très belle levée de fonds, au-delà des espérances. Probablement, Elicit avait extrêmement bien travaillé ce qu'on appelle son deck investisseur, avec ses conseils en propriété intellectuelle, qui sont des gens de très haut niveau, pour être capable de démontrer cette valeur et donc de donner cette valeur. Et donc cette valeur s'est exprimée, elle s'est réalisée, parce que lorsque vous avez des investisseurs qui veulent vous donner plus d'argent que vous n'en avez besoin, quelque part, sous une certaine forme, vous avez réussi. Alors, le premier point qui, moi, me semble essentiel, c'est qu'en fait, cette valeur, elle n'existe que lorsque les actifs dont on parle, et ici on parle de brevets, on peut aussi parler de droits d'auteur, de marque, mais notre focalisation pour nous, c'est surtout sur les brevets, lorsque ces brevets ne fournissent ou sont capables de fournir pleinement leur fonction dans la stratégie choisie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en d'autres termes, la plus belle des voitures de course, la plus belle des Formule 1, si elle gagne n'importe quel Grand Prix, il est tout à fait possible qu'elle ne donne pas satisfaction sur les départementales du Grand Est le matin pour aller chercher sa baguette. Encore moins d'ailleurs si je veux faire le Paris-Dakar dans le sable. Donc en d'autres termes, un objet, un outil, un actif est un outil. Il ne sert et il n'a de la valeur et il n'est utile que dans la mesure où il est capable de remplir la fonction qu'il a dans la stratégie que l'on a choisie. Et donc, ça nous amène à un premier constat, c'est de dire qu'il faut impérativement déterminer sa stratégie. Et en fin de compte, il n'y a pas de valeur sans stratégie. Et c'est le premier acte, c'est la première action qui est impérative, c'est de déterminer quelle est sa stratégie brevet, sa stratégie propriété intellectuelle. Alors, je vais vous parler rapidement de quelques stratégies classiques. Celle-ci, vous la connaissez, il est 16h57, bientôt 17h, c'est bientôt le moment du café de l'après-midi, donc je vais déjà vous mettre en appétit ou en bouche. Nespresso, vous connaissez tous. Eh bien, pour la capsule en tout cas, la stratégie de Nespresso, elle était extrêmement simple, une stratégie classique des temps modernes. Ce n'est pas la stratégie d'ailleurs d'origine de la propriété intellectuelle, qui est une stratégie, je dirais, ni la fonction, qui est une fonction de dissémination de l'information. Mais pour Nespresso, c'est la fonction de base de barrière à l'entrée, offensive, anti-contrefaçon. Tu ne me copieras point. C'est ça l'idée. Nespresso a souhaité avoir une position exclusive le plus longtemps possible, a souhaité qu'il n'y ait pas de copie ou du moins de capsule métallique, en l'espèce aluminium, dans les rayons avant que ces brevets ne tombent dans le domaine public, puisque ça a été le cas à un moment donné. D'ailleurs, si vous avez les yeux suffisamment en bon état, vous direz que ça, c'est la première demande de base, c'est le principe a été déposé dans les années 70, en particulier 76-77. Ensuite, il y en a eu beaucoup d'autres. Et en fin de compte, ces brevets, à un moment donné, sont tombés dans le domaine public. Mais pendant le temps où ils ont été utiles et valables, eh bien, ces brevets ont une valeur, je ne dirais pas inestimable, mais presque, parce qu'ils ont permis d'asseoir la stratégie de Nespresso, qui était une stratégie d'exclusivité, de barrière à l'entrée, très agressive, très offensive, anti-contrefaçon. Cette stratégie, elle n'est pas la même pour tout le monde. En l'espèce, elle peut être à l'opposé, non pas d'interdire, mais de promouvoir, de faire de sorte qu'on est plus dans l'open innovation, ou l'innovation ouverte, où au lieu d'interdire, je vais permettre l'accès à ma technologie, tel que c'est le cas pour la technologie NFC, qui est cette technologie qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez payer avec votre téléphone. Vous allez chez n'importe quel commerçant de la région Grand Est, et quand vous voulez acheter un Kouglof, par exemple, comme je le fais quelquefois quand je vais avec bonheur à Strasbourg, eh bien, vous le faites avec votre téléphone. Alors moi, je ne le fais pas avec mon téléphone parce que je ne suis pas si moderne que ça, mais ce que vous constaterez, c'est que beaucoup d'Américains que j'observe à Paris, par exemple, utilisent cette technologie aujourd'hui. Cette technologie, elle est en partie française, détenue par Orange
il y a une entreprise qui s'appelle Verimatrix, qui était une émanation de Gemalto Gem+. Et en fin de compte, cette entreprise a souhaité ouvrir sa technologie et plutôt que d'interdire, alors la promouvoir en contrepartie de la perception de redevances et de paiement de licences, puisqu'évidemment, quand on a fait des développements pendant un certain temps et qu'on est bien protégé, en l'espèce, cette technologie était protégée par 44 familles de brevets, il est assez légitime qu'on s'attende à un retour, et on le fait ni de façon gratuite, ni pour les beaux yeux de la princesse, et donc par conséquent, il n'y a pas de réduction, il n'y a pas de discount. Alors, une autre stratégie qui est assez intéressante, c'est aussi Nespresso, mais cette fois-ci pour sa machine. Nespresso a eu une stratégie partenariale de propagation pour la machine, parce que la machine, ici, elle n'est pas faite par Nestlé, elle est faite par des sociétés comme Krups, comme Magimix et d'autres. Et donc, ce qu'a voulu faire Nespresso, c'est avoir une base installée la plus large possible. C'est une stratégie qui était la même que celle d'HP, d'ailleurs, pour ses imprimantes. On ne gagne pas d'argent sur la machine, la marge est très faible, je crois qu'elle est de l'ordre de 2%. La marge, elle se fait sur les capsules, où je crois qu'elle est de l'ordre de 80%. Aujourd'hui, c'est un business pour Nestlé qui est de l'ordre d'à peu près 7 ou 8 milliards de revenus, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Donc en fait, on assure et on ouvre, on a une stratégie complètement partenariale et de propagation de licences pour la machine, mais une stratégie de blocage anti-contrefaçon et très offensive pour la capsule. Donc déjà, on voit qu'on a deux stratégies qui sont différenciées pour les produits quelque part d'une même ligne. Alors, on a formalisé ces stratégies sur ici 8 blocs. Et soit donc on est offensif, on voit que c'est un des choix, par exemple Nespresso avec sa capsule. On peut être défensif, on peut se dire qu'en fin de compte, le risque le plus important, c'est de se faire soi-même attaquer et qu'on n'a pas du tout envie et qu'il nous faut être capable de répondre à ces éventuelles agressions. On peut avoir une stratégie de valeur. Ça, c'est typiquement ce qu'a fait Illicit Plant pour être capable de lever des fonds. On peut avoir une stratégie de levier, ce qui veut dire que dans les négociations, je vais être plus fort, être capable de croiser le fer quelque part avec une structure beaucoup plus grande que la mienne. Et la propriété intellectuelle va jouer un rôle. Où je veux une stratégie de revenu comme NFC, je veux gagner de l'argent, je veux ouvrir ma techno, ne pas donc la bloquer, faire de sorte que tout le monde l'utilise. Je peux aussi avoir une stratégie, en fin de compte, de mise en œuvre individuelle, en une stratégie partenariale, où je vais avoir plusieurs partenaires avec lesquels je vais travailler. Ça va me permettre de créer un écosystème tel que l'a fait Nestlé avec sa machine, ou alors entrer aussi dans des écosystèmes, par exemple l'écosystème des plus grands brevetés de France, être sur le podium des Jeux Olympiques de la brevetabilité, tel que le fait Safran ou le fait Stellantis, ou le font ces deux entreprises tous les ans et en fin de compte sont en compétition l'une par rapport à l'autre. Alors, la stratégie de valeur d'Elicit, vous l'avez comprise, voilà la jolie ferme sur laquelle est installé Elicit. Je crois que Mathieu nous l'a très très bien expliqué. Avoir des brevets a contribué assez fortement à réussir leur levée de fonds, mais cette stratégie, elle était exprimée dès le départ. Elicit, dès le départ, n'avait pas pour stratégie de stopper la contrefaçon. Ils n'en avaient d'ailleurs certainement pas les moyens. Pas non plus d'ailleurs d'administrer un programme de licence. La stratégie, elle était très claire, aller chercher des investisseurs et réussir ce levée de fonds. Alors, ce qui est important, c'est de se rappeler que quelque part, la valeur est liée à la qualité de sa stratégie. En d'autres termes, la qualité ou l'efficacité, donc la valeur d'un brevet ou d'un portefeuille, s'évalue au regard de la stratégie choisie. On l'a bien compris. Quelque part, encore une fois, si j'ai des brevets qui sont bien pour faire une levée de fonds, peut-être qu'ils ne sont pas si bien pour m'inscrire dans une stratégie d'attaque en contrefaçon. Et puis, la stratégie, elle doit vraiment être évaluée, réévaluée, réévaluée et remesurée. Il est impératif d'avoir des indicateurs de performance. C'est le travail de Mathieu actuellement. Si on n'est pas capable de mesurer, en fin de compte, la bonne adéquation et le bon alignement entre ses brevets et sa stratégie, on n'est pas capable de déterminer les valeurs. Ça nous ramène quelque part aussi aux fondamentaux d'une stratégie. Une stratégie doit être formalisée, c'est important. Et puis, on doit se l'approprier. Et au plus haut niveau, chez Elicit, c'est le cas, le top management, la direction générale, à tous les niveaux, sait très bien que la propriété intellectuelle est importante et c'est pour ça qu'ils ont embauché quelqu'un de qualité, un expert, un senior qui s'appelle Mathieu. Ensuite, il faut qu'il y ait une acculturation à tous les niveaux, au niveau des chercheurs, des ingénieurs, comme l'a dit Mathieu, au niveau des juniors qui rentrent dans l'entreprise. Il faut disséminer cette stratégie. Il faut d'abord l'exécuter, la mise en œuvre, ça s'appelle la discipline d'exécution, et puis mesurer sa trajectoire au travers d'indicateurs de performance. Alors, quelques petits éléments clés qu'on vous livre ici. En fait, la première chose, et n'en déplaise à mes très grands amis de l'INPI,
il n'y a pas de corrélation directe entre brevetabilité et valeur. La brevetabilité, c'est un élément binaire, c'est 1 ou 0, on passe ou on passe pas. C'est une course de haies, je dois passer la première haie. Mais ce n'est pas parce que j'ai passé la première haie que je finis vainqueur. Ce n'est pas pour ça que je vais avoir une médaille en or, en argent ou en bronze. C'est la suite qui compte. Et la suite, elle dépend d'autres éléments, notamment par exemple la détectabilité. D'autres termes, est-ce que je retrouve mon invention facilement dans les produits contrefaisants, surtout si j'ai une stratégie offensive d'éradication de la contrefaçon, de monétisation? Intelligibilité, est-ce que mon invention est tellement complexe que personne n'y comprend rien, même pas le juge, même pas les avocats? Stabilité, est-ce que mon invention est figée dans les produits concurrents ou pas? Si elle ne l'est pas, c'est un problème, parce que le jour où je vais mener une action en contrefaçon, le lendemain, en fait, la techno a disparu, elle a été remplacée par quelque chose, et je me retrouve en audience face à une technologie qui n'est plus chez le contrefacteur. Alors, il y a des éléments de volume, entre autres la masse. Pour une levée de fonds, et tel que l'a expliqué Mathieu, on peut très bien se satisfaire de quelques familles de brevets, 3 ou 5. Par contre, si on a une stratégie réellement offensive, anti-contrefaçon et de génération de revenus, souvent, il nous faut aller sur des ordres de grandeur un peu plus grands, passer à 10, 30, voire 50 familles de brevets, parce qu'il y a des logiques de masse, des logiques de calcul, des logiques de règles de 3, et en fin de compte, d'échanges, ou en tout cas, soit licences croisées ou d'analyse sur des comparables. Alors, d'autres éléments que je voulais vous livrer qui peut-être contribueront à votre réflexion. Des éléments qui influencent l'évaluation de la valeur des brevets. Détectabilité. Qu'est-ce qui va faire que mes brevets ont plus de valeur? Bien, ma foi, si j'améliore la détectabilité, en d'autres termes, si j'ai plus de ressources à l'interne pour analyser mes produits concurrents, eh bien, ma foi, je vais augmenter la valeur de mes brevets parce que je vais satisfaire encore un peu plus la stratégie que j'ai mise en place pour mon portefeuille de propriété intellectuelle. Si je prévois de doubler mes capacités, il y a une forte chance pour que j'augmente de façon considérable cette valeur puisque je vais pouvoir détecter plus de produits contrefaisants. Et puis surtout, si je mets en place des alertes, et aujourd'hui l'intelligence artificielle nous aide, qui vont nous permettre de détecter cette contrefaçon. Puis encore un autre élément qui est l'implémentation. En d'autres termes, est-ce que mes bons brevets protègent mes bons produits? C'est-à-dire que est-ce que les brevets qui sont considérés comme étant les meilleurs de mon portefeuille protègent les produits qui font de la marge? Si ce n'est pas le cas, j'ai quand même un sérieux problème. Et donc si ce n'est pas le cas, ça veut dire que j'ai une inadéquation entre ma stratégie et mon portefeuille de brevets. Et puis aussi d'autres éléments, est-ce que les éléments clés de la chaîne de valeur sont couverts par les brevets? En d'autres termes, est-ce que je protège les vis? Est-ce que je protège les écrous? Ou est-ce que je protège des éléments qui sont vitaux, sur lesquels je fais de la marge, et qui sont les éléments qui rapportent de l'argent? Alors voilà, j'espère avoir été dans les temps pour vous avoir livré quelques éléments de réflexion, quelques éléments de lecture et quelques éléments pratico-pratiques sur la réflexion stratégique et puis la valorisation de la propriété intellectuelle. Alors merci Didier, c'est génial aujourd'hui parce qu'en fait, les 2 premiers intervenants sont absolument dans les temps, même, un peu en avance, si on avait encore 1 minute. Anne, est-ce qu'on a des questions dans le chat? Oui, tout à fait. On avait une question de Yasmine Brani qui nous a posé une question tout à l'heure, juste avant que tu reprennes, Didier. Alors, je ne sais pas si elle s'adressait à Mathieu et ou à Didier. Mais en tout cas, Yasmine, vous êtes questionné sur le ressenti concernant la recherche académique et les retours des chercheurs. C'est vrai que Mathieu nous a beaucoup parlé de ça aussi, hein, par rapport à la transversalité et un petit peu à à la connexion entre le monde académique, les chercheurs et le monde de la propriété intellectuelle et aussi bien évidemment tous les aspects juridiques. Alors je ne sais pas Yasmine si vous voulez prendre la parole, et si Didier tu veux dire quelque chose, ou si Mathieu voulait également répondre à ça. Donc le ressenti concernant la recherche académique et les retours des chercheurs sur la propriété intellectuelle. Donc, je vais laisser Mathieu cliquer sur les bons boutons et intervenir le premier, puisque je suis à l'écran. Moi, j'ai 2 retours un peu différents de mon expérience. Un premier retour qui est un retour positif, qui nous vient d'ailleurs d'un très bel institut qui s'appelle l'Institut Mines-Télécom, où on a monté aussi une fabrique à brevets pour développer des brevets dans la 5G, où les chercheurs eux-mêmes nous ont dit, parce que nous rédigions à l'époque, où nous faisions rédiger ces brevets en anglais, les chercheurs nous ont dit merci de nous avoir produit des textes de si bonne qualité, on les a utilisés pour nos propres publications. Donc là, ça a été, je dirais, un apport positif. Maintenant, ce qu'on entend beaucoup aussi, c'est que les chercheurs trouvent que c'est beaucoup trop de temps pris sur leur propre temps, que c'est pénible à lire, que les textes sont alambiqués,
Et puis, je pense qu'il y a aussi une petite frustration sur le niveau de rémunération. En d'autres termes, est-ce que je vais vraiment percevoir une juste rémunération le jour où mon invention a un succès important, tel un artiste qui voit son tableau revendu des millions et des millions, alors que toute sa vie, il n'a pas nécessairement eu la rémunération qu'il voulait. Donc, moi, c'est en d'autres termes le retour que j'ai, le sentiment que j'ai. Donc, il y a des éléments à améliorer pour les chercheurs. Mm. Partage ton avis, Didier. La mission d'activité inventive est quasiment pas comprise de la part des chercheurs pour avoir pu fréquenter donc l'Académie de Caen et le commissariat à l'énergie atomique. Il y a différents niveaux de perception. Euh, ça reste un frein. En tout cas, je pense que la propriété intellectuelle devrait être abordée dans toutes les universités de France. En tout cas, moi, quand j'ai soutenu ma thèse, je pense que je ne savais pas ce que c'était un brevet. On découvre ça par la suite. Euh, Quand on met le pied dedans, effectivement, ça fait un petit peu peur. On est très épaté de la structure d'un brevet. Après, c'est un peu la partie un peu cachée de la recherche. Et quand on commence à bien regarder dans les brevets, il y a quand même pas mal d'informations scientifiques qui sont très pertinentes. Recouper, pardon, publications et brevets sur des thématiques équivalentes permet de voir un peu quelles sont les tendances et quelles sont les technologies qui sont les plus porteuses. Et je pense que ça peut nous amener à revoir un petit peu sa recherche. C'est pas forcément corrélé, mais au commissariat à l'énergie atomique, c'est plus une anecdote. On avait coutume de travailler avec des mandataires brevets extérieurs. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec un conseiller extrêmement fort. Moi, j'étais en fin de carrière au CEA, j'avais 10 ans d'expérience sur mathématiques, mais plutôt bien installé. Et ce mandataire est toujours ingénieur en matériaux. Et c'est quelqu'un qui s'est vraiment intéressé à la techno pour l'améliorer, la promouvoir autant que faire se peut au travers de brevets. Et en fait, il m'a vraiment poussé dans mes retranchements au niveau scientifique. Il me posait des questions, des questions sur la techno vraiment pour que la description soit la plus complète possible. Et il aurait vraiment mérité d'être d'être co-inventeur ou co-auteur des publications que j'ai fait par la suite parce il m'a vraiment tiré vers le haut. Là. J'ai déjà utilisé cette expression tout à l'heure, mais il a vraiment été exceptionnellement fort. Et je pense qu'il ne faut pas négliger le ressenti d'un brevet où il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup d'insinuations, mais le travail scientifique derrière peut être assez colossal par moment. Et je pense faut vraiment sensibiliser les jeunes sur une bonne lecture, une bonne compréhension des brevets pour qu'ils s'aperçoivent de ça. Merci Mathieu. J'espère que Yasmine, cet éclairage complémentaire de Mathieu et Didier aura répondu à votre questionnement. Je te repasse la main, Philippe. Voilà, bien, merci Mathieu et Didier. Donc, je vais passer maintenant la parole à Laurence. Alors, on parlait tout à l'heure d'euros, de compter en euros. Là, je pense que Laurence, tu vas plus aborder cet aspect-là des choses. Donc, Laurence, c'est à toi. Tout à fait, merci. Merci aux organisateurs, je suis ravie d'être là. Donc, on va parler de valeurs aussi, mais en apprenant un petit peu différemment. Je vais parler essentiellement de marque ou de marque, mais ça ne change pas grand-chose sur la logique. Je veux bien passer à la deuxième slide. Alors, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis la cofondatrice donc je suis lilloise d'adoption, native de l'Est de la France, mais lilloise d'adoption. Et je suis la cofondatrice d'une start-up qui s'appelle Dig & Grow. Chez Dig & Grow, on développe une plateforme d'évaluation et de valorisation financière des actifs immatériels avec un focus sur les brevets, les marques, les logiciels. Donc, on développe nos propres algorithmes, on développe des moteurs basés sur de l'intelligence artificielle et du machine learning. Et ces analyses sont réalisées dans des contextes variés, notamment de fiscalité, de mise en place de contrats, de réorganisation, financement, litige, pour
toutes sortes d'entreprises, tout secteur d'activité, toute taille. Je veux bien passer à la suite avec quelques précisions de vocabulaire, parce que valeur, c'est un mot valise qui embarque plein de sens. Alors nous, dans notre jargon interne d'entreprise, on distingue évaluation, on va mettre une vision plus qualitative, et valorisation, on va mettre un aspect plus financier derrière. Mais effectivement, il faut avoir en tête que derrière le mot valeur, il y a plein de valeurs. Là, Didier vient de présenter plutôt une valeur stratégique, utilitaire, technique, technologique des startups. Je vais parler de valeur financière, alors pas valeur comptable parce que malheureusement, et c'est un vrai sujet, les actifs immatériels sont très, très peu pris en compte dans les états comptables des entreprises, on y reviendra, mais plutôt valeur financière. Et je vais parler régulièrement d'actifs immatériels. Alors, actifs immatériels, c'est toute ressource de l'entreprise qui est non financière, sans substance physique, difficilement mesurable, qui génère des bénéfices économiques futurs. Et dans ces actifs immatériels, on a les actifs de propriété intellectuelle. Et au-delà, on a des éléments comme des logiciels, du savoir-faire, des choses qu'on peut évaluer, valoriser financièrement de la même manière. Je veux bien passer à la suite. Alors, quand est-ce qu'on peut avoir besoin de connaître la valeur d'une marque ou d'un brevet? Alors, je l'ai dit rapidement, les actifs immatériels, notamment les actifs de propriété industrielle, figurent très peu dans les états financiers, dans la comptabilité. Malheureusement, on n'a pas vraiment de valeur comptable des actifs de propriété industrielle, alors avec des choses complètement injustes. Par exemple, pourquoi une marque qu'on achète peut être amorti et peut figurer dans un bilan comptable, mais pas une marque qu'on développe. Et puis quand ces actifs, que ça soit marque ou brevet ils figurent dans les bilans comptables, ils sont plutôt en termes de valeur de création. Alors un brevet, ça n'a pas beaucoup de sens, on va y venir après. Alors, pourquoi connaître la valeur de sa marque? Je vais parler marque. Parce que d'abord, c'est un intérêt stratégique majeur pour l'entreprise. Ça permet d'identifier ses forces, ses faiblesses par rapport aux concurrents. C'est un point important pour aider à définir la stratégie commerciale et de communication. C'est un point essentiel de négociation de contrat, notamment lorsqu'il s'agit d'établir des contrats de licence, de cession de franchise, de transfert d'actifs de propriété intellectuelle, pouvoir déterminer les redevances de contrats de licence et notamment pouvoir justifier de pourquoi, sur quelle base sont ces contrats, sur quelle valeur de la marque ou du portefeuille de brevet ou du logiciel sont établis ces contrats. Et puis, ça me permet d'aborder, il y a une jurisprudence récente il y a une vraie question actuellement, alors qui n'est pas encore débattue parce qu'on n'est pas encore allé jusqu'à la Cour de cassation, mais les cessions gratuites de titres de propriété intellectuelle peuvent être qualifiées en donation s'il n'y a pas un contrat conclu devant un notaire. C'est ce qu'a décidé, ce qui a été validé par la Cour d'appel. Donc il y a une vraie question là derrière de comment on justifie, une fois encore, comment on va venir argumenter la valeur qui est prise en compte pour établir ces contrats. Et puis d'avoir un prix de cession qui soit cohérent avec la valeur de la marque pour éviter des risques de requalification de ces contrats. Et puis enfin, et Mathieu l'a très bien dit, là, on a parlé de brevets, mais tous les actifs de propriété intellectuelle peuvent être considérés de la même manière. Ça influence la valorisation financière générale de l'entreprise et donc du coup, ça peut être crucial pour les levées de fonds, pour l'entrée en bourse, pour la cessation d'entreprise, pour la transmission de l'entreprise, pour des fusions-acquisitions, donc tous ces contextes de mouvement d'entreprise. Et puis on a des points plus spécifiques, notamment à la fiscalité telle que l'IP Box ou quand il y a des changements de périmètre d'entreprise, il est nécessaire et indispensable de connaître la valeur vénale du brevet, du portefeuille de brevet ou des logiciels. Je vais passer à la suite, Sophie. Alors, comment on évalue financièrement une marque, par exemple? Quels sont les critères qui sont pris en compte? D'une manière globale, et là, je vais parler, ça pourrait être des brevets de la même manière, on va prendre en compte des dépenses de recherche, de développement, d'acquisition.
Les revenus directs liés à l'exploitation, s'il y en a et s'ils sont identifiables, les revenus indirects, le CA réel et prévisionnel de l'entreprise. Et tous ces indicateurs vont être utilisés de manière différente dans les différentes méthodes de valorisation financière. Et on considère grosso modo qu'il y a 3 grandes familles de méthodes de valorisation financière. Si on peut aller à la slide suivante. Alors, les grandes méthodes, c'est la première, c'est la valorisation par les revenus, qui est la plus intéressante, puisqu'en fait, il s'agit d'identifier, d'isoler dans les revenus de l'entreprise, quelle est la part qui peut être attribuée à l'actif de propriété industrielle actuellement, puis futur, en faisant des projections qui peuvent être, on va parler de taux d'actualisation, on fait intervenir comment dire, des méthodes financières assez poussées. L'idée, c'est vraiment comment quel surcroît de valeur, quel surprofit, puisque c'est le terme utilisé, va générer, le fait d'avoir un brevet ou une marque, sur l'entreprise et c'est ça qui va être isolé, qui va ensuite permettre de calculer par des mécanismes financiers, la valeur de l'actif. La deuxième méthode, c'est celle, si vous faites de la R&D, vous connaissez tous, c'est les coûts. C'est typiquement ce qui est fait pour le crédit impôt recherche, c'est-à-dire qu'on va identifier les charges liées. Alors là, je parle de marque, mais c'est pareil sur un brevet, ou sur un logiciel, puisqu'on intervient beaucoup sur des logiciels. Alors, c'est la plus facile à faire, c'est pas le plus satisfaisant. C'est pas parce qu'on a passé 100 jours de R&D sur un sujet que, ça donne une quelconque valeur au brevet qui en découle ou au logiciel. On n'est pas sûr que ça fonctionne, on n'est pas sûr qu'il y ait une utilité, on n'est pas sûr qu'il y ait un marché, on n'est pas sûr qu'il puisse y avoir un jour des revenus. Donc c'est vraiment, le plus basique et c'est malheureusement la seule chose que les comptables peuvent prendre en compte dans les états lorsqu'il s'agit des brevets notamment, c'est ce qui est pris en compte pour calculer l'immobilisation d'actifs. Et le dernier point, c'est la valorisation par le marché, les méthodes dites de comparables. Alors il y a 2 méthodes, soit on va attribuer un taux fictif, enfin un fictif, hein, plutôt un taux de référence par rapport au secteur d'activité, au type de produit, un taux de licence qui va être un taux de référence par rapport à un chiffre d'affaires et par des mécanismes encore de calcul, on va arriver à une valeur. Soit on va rechercher, il y a des bases de données spécialisées auxquelles on a accès, qui nous permettent d'identifier s'il y a eu, un si on a des actifs qui ont été cédés, sur des montants, à peu près équivalents ou des entreprises sur lesquelles la part, de valeur, liée à l'actif a été identifiée et donc ça permet d'approximer également, la valeur. Alors d'une manière générale, une valorisation financière, c'est toujours un avis d'expert. Il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de bouton de magique. Il y a des hypothèses qui sont posées et il y a des choix qui sont faits dans les hypothèses. Donc c'est souvent le résultat, un rapport assez gros puisqu'en fait, en tout cas en ce qui nous concerne, toutes les hypothèses sont présentées clairement, tous les calculs de manière à ce que si le document soit produit devant un tiers, un acquéreur, les services fiscaux, bon n'importe quel tiers, il puisse reproduire et comprendre comment on est arrivé à la valeur, proposée. Slide suivante. Alors, hem, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, pour faire une valorisation financière, en tout cas nous en ce qui nous concerne, il y a certes tous les calculs, heu, financiers, mais on va prendre effectivement en compte de manière très importante, des critères beaucoup plus qualitatifs liés à l'exploitation, liés au titre et à l'exploitation. Donc là encore, je vais prendre l'exemple de la marque, mais la démarche est la même sur les brevets, simplement les critères sont complètement différents. Et en ce qui nous concerne, nous, on arrive à une note, à un scoring à la fin de ces analyses de critères qualitatifs et ces scorings vont venir pondérer, les valeurs financières. Typiquement, si quelles que soient, les projections et les ventes, ça va permettre de prendre en compte le risque, l'exploitation et tout ce qui peut être important, dans la partie, d'exploitation du titre de propriété industrielle. Alors si je prends l'exemple de la marque, il y a 3 gros blocs, d'indicateurs, de questions qui sont à se poser.
Le premier, c'est, on va dire, un peu plus juridique. La première question, c'est la validité. Les titres de propriété intellectuelle sont-ils valides? Est-ce que c'est bien l'entreprise qui en est titulaire? Alors, si certains d'entre vous maîtrisent bien la propriété intellectuelle, ça va les faire sourire, mais je vous assure que, rien que cette question-là, est-ce que l'entreprise est titulaire des titres qu'elle pense avoir? Est une question clé et on a très, très, très souvent des surprises. Les produits et services protégés sont-ils bien ceux qui sont vendus par l'entreprise? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a bien une adéquation entre le titre de propriété intellectuelle et ce qui en est fait? Est-ce que la marque est distinctive? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle elle se différencie des concurrents? Est-ce que des recherches d'antériorité ont été menées avant le dépôt? Qu'est-ce qui est protégé? Un nom, un logo, les 2? Et le logo a-t-il une identité affirmée? Et les territoires pour lesquels la marque est protégée correspondent-ils au marché de l'entreprise? Donc toutes les réponses à ces questions-là vont nous permettre d'avoir un premier score de qualité juridique. Et sur la slide suivante, on va voir maintenant, on analyse également la gestion, l'exploitation qui est fait de la marque. Donc, en termes de communication, sur quoi portent les dépenses de communication et de marketing? Quelles sont les cibles de communication? La marque a-t-elle un historique particulier? Parce que bien sûr, si on est sur une marque centenaire ou si une marque qui a été déposée l'année dernière, ça a une influence très forte sur sa valeur. Sur son utilisation interne, comment est-ce que gérer? Comment est-ce que la marque est utilisée en interne? Et après on a deux critères qui sont de plus en plus importants, parce que c'est comme ça que les entreprises, exploitent de plus en plus leur marque, c'est la notion de marque employeur. Comment est-ce qu'il y a un profil de marque employeur et est-ce qu'il y a des événements liés aux ressources humaines qui peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la notoriété? Parce que c'est un risque important de perte de valeur de la marque, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Le dernier point sur la gestion, c'est la RSE, parce qu'effectivement, on ne va pas se leurrer et se mentir, on est entre nous. Un certain nombre d'entreprises, mettent en place des démarches RSE, alors soit parce qu'elles y sont contraintes, mais c'est surtout parce qu'elles veulent en exploiter, une certaine notoriété en termes de communication et ça rentre dans la marque. Alors là, bien sûr, je dis ça si on est sur la marque ombrelle, donc c'est-à-dire qui correspond au nom d'entreprise. Si on est sur une marque de produit ou de service, ça sera un petit peu différent, mais ça fait partie des choses qu'on regarde et notamment, on regarde l'adéquation entre la démarche RSE et l'exploitation qui est faite de la marque. Et le dernier point sur la slide suivante, sur le critère qualitatif, c'est les critères vraiment liés à la notoriété. Le site internet est-il cohérent avec la marque? Quels sont les indicateurs de fréquentation? Comment l'entreprise exploite-t-elle ses réseaux sociaux? Alors ça, c'est pareil, ça paraît évident, mais notamment sur des PME ou des startups, on voit assez régulièrement des comptes des réseaux sociaux qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux de l'entreprise ou de la marque parce qu'il y a une évolution et les comptes n'ont jamais été renommés. Donc, quels sont les principaux indicateurs liés aux réseaux sociaux? Et puis, on regarde également la notoriété dans la presse, la notoriété et en presse et en ligne. Est-ce qu'il y a eu des articles? Sur quoi ils portent? Est-ce qu'ils sont négatifs, neutres ou positifs? Et donc tout ça mouliné ensemble, ça va nous permettre d'avoir un score de qualité qui va venir pondérer la marque. Alors je pense qu'on peut aller à la slide suivante. J'ai fait un petit résumé. Là, donc, rappelons effectivement, dans quel contexte on peut être amené à calculer une valorisation financière, donc du pilotage, de la mise en place de licences, de franchises, de fiscalité, la valorisation de l'entreprise et puis en rappelant que, effectivement, une valeur financière, c'est une analyse multicritère qui est combinée à l'application de différentes méthodes de valorisation, coût, revenu, marché et de critères qualitatifs et ça permet d'obtenir une valeur de référence de la marque. Alors bien sûr, puisqu'on parle de marché et de cession, la valeur calculée, c'est toujours une valeur indicative. C'est comme toute négociation, la valeur finale, c'est la valeur à laquelle un acheteur est prêt à débourser pour acquérir la marque ou pour acquérir le portefeuille de brevets. Mais c'est en tout cas une bonne base de négociation, notamment par rapport aux critères liés à l'exploitation et à la qualité de l'actif qui sont pris en compte. J'ai déjà fini, je pense, Philippe. Je pense que j'ai parlé très, très vite.
J'ai pas Euh, rempli mes 20 minutes. non, on est à un quart d'heure là, je crois, à peu près. Bon, C'est parfait, ça merci. laisse le temps, aux questions. Voilà, exactement. Donc, je me retourne vers Anne. Anne, les Alors, questions oui. sont-elles là? Alors, SVP, pour ceux qui ont la SVP, oui. référence. Eh ben Ça nous non, il n'y a rajeunit. pas. Alors, il n'y a pas de questions dans le fil de conversation. En tout cas, moi, je tiens aussi à remercier Laurence pour sa présentation très claire. Et puis, je sais qu'il y a eu quelques petits soucis techniques juste avant, n'est-ce pas, Laurence? Donc, je pense que tout va bien. J'ai une petite coupure d'électricité, mais grâce à la batterie du PC et à la connexion 4G, je suis avec vous. Voilà, donc ça, en tout cas, ça ne s'est pas vu. Donc non, alors c'est l'occasion peut-être d'échanger avant la troisième partie qui va être prochainement animée par Maëlle. Est-ce qu'il y a des questions, des échanges, des réactions à ce qu'a présenté Laurence par rapport à toutes ces règles de calcul, de valorisation, et puis tous les conseils que Laurence a pu prodiguer? Alors nous avons Marianne Abadi qui lève la main, donc je vous en prie si vous voulez vous afficher, même afficher votre caméra et ouvrir votre micro. Bien sûr, bien Bonjour sûr, à vous. bien sûr. Bonjour, je vais essayer Bonjour. de... Bonjour, On peut merci peut-être enlever la Laurence. présentation de Laurence, comme ça on verra Marianne. Oui, Merci. c'est très chouette. Moi aussi, j'ai grandi à Strasbourg et là, je vais très souvent à Lille parce que j'habite à Bruxelles, donc on est deux d'être dans ce cas. Est-ce que vous faites une différence entre quelle différence vous voyez entre une marque qu'on défend et quelque chose de plus matériel qui a besoin d'un R&D qui est ancré dans quelque chose où la barrière à l'entrée est plus importante? Je vais être plus précise. Moi, j'ai créé une démarche qui s'appelle Mindful Art. J'ai déposé la marque, qui est une marque figurative, et j'ai du mal à la défendre. En fait, alors, c'est pas simple de vous répondre là, comme ça tout de suite, hein, mais la différence, ce qu'on fait, ça va être au-delà du titre. C'est la différence en anglais entre le trademark et le brand. C'est au-delà du titre. Qu'est-ce qui est embarqué avec la marque? Qu'est-ce qui fait la notoriété de l'entreprise? Qu'est-ce qui fait la distinctivité des services? Puisque je comprends que c'est un service que vous vendez. Et c'est tout ça qu'on va venir essayer d'encapsuler dans la valeur d'une marque quand on fait l'exercice. Mais ça va vraiment dépendre de l'exploitation. Au-delà de la défense, c'est de l'exploitation qui en est faite. Et effectivement, alors, pour nous, quand une marque figurative, effectivement, ça perd une partie de sa valeur. C'est-à-dire que parce que malheureusement, les marques figuratives, c'est effectivement un plus compliqué à défendre qu'une combinaison de marques verbales et de marques figuratives. Mais en fait, marque verbale. c'est le nom. En fait, marque figurative, ça va être juste le logo, un dessin, voilà. C'est avoir un nom fort au-delà de sa représentation graphique. Parce que derrière, c'est plus facile, un exemple tout bête, hein, mais le nom de domaine, il est rattaché au nom et donc c'est vraiment l'importance de pouvoir déposer le nom et surtout derrière, nous, quand on a une marque qui est, par exemple, uniquement un logo, tout le questionnement, c'est pourquoi ce choix-là a été fait? Est-ce que c'est parce que la marque, elle était soit descriptive, soit il y avait déjà beaucoup de monde à peu près sur les mêmes, sur des termes équivalents. Donc du coup, ça jette une suspicion de non-distinctivité de la marque quand on l'analyse, en première analyse. Là, c'était simplement parce que c'était deux mots qui étaient des mots communs qu'on a dû faire ça. Mais la méthode est très, très spécifique, reconnue comme telle. Donc voilà. Mais du coup, si du coup, votre méthode, c'est pas enfin, vous l'exploitez avec la marque, mais la méthode, effectivement, alors nous, en termes d'actifs immatériels, si c'est, alors je sais pas ce que vous faites, mais à la limite, recontactez-moi, on pourra en discuter, mais c'est plutôt, comment ça peut être encadré différemment par des contrats, par du savoir-faire, par autre chose que juste la marque? Par des contrats de franchise, suivant comment vous l'exploitez, voilà. Merci. J'espère avoir pu répondre à votre question. Oui,
tout à fait. Merci pour ce partage et cet Merci. échange à Didier. Merci Marianne. Didier a levé la main. Oui, j'ai aussi une question pour Laurence. Est-ce que dans ton activité, tu rencontres plus de demandes d'évaluation de brevets ou de marques ou de l'ensemble? Quelle est ton observation du marché en ce moment et des demandes de tes clients? Alors, j'allais dire mathématiquement de marques, mais parce qu'il y a 90 000 marques déposées en France tous les ans contre 15 000 brevets. Donc, assez logiquement, ça se reflète aussi à ce niveau-là. Par contre, les brevets sont plutôt sur des plus gros dossiers avec des enjeux beaucoup plus importants. Et là, en ce moment, on a beaucoup de logiciels parce qu'on est sur la fin du premier cycle fiscal de l'IP Box qui a été mis en place sur les logiciels il y a 3 ans. Et donc, en fait, il y a des dossiers qui ont été déposés avec des données qui doivent être consolidées. Et donc, il y a une vraie demande en ce moment autour de la consolidation des valeurs de logiciels qui ont été acquis. Merci Laurence. Merci beaucoup. Bon, je crois que pour l'instant, nous n'avons plus d'autres questions ou de souhaits de prise de parole. Donc, je te repasse la parole. Merci encore, Laurence. Et puis, je te repasse la parole, Philippe. Alors, Laurence a parlé de logiciel, ça nous fait une bonne transition pour passer donc la parole à Maël, donc, qui représente eBike Labs, puisque il est fondateur de cette entreprise qui est précisément liée, si j'ai bien compris, à des logiciels. Voilà, Maël, c'est à toi. Oui, merci Philippe. Alors j'ai juste une petite question technique, c'est que j'ai pas le bouton de partage d'écran activé. Alors je sais pas si je peux partager ma présentation ou sinon je l'ai envoyé à Sophie, il y a quelques minutes. Voilà, Sophie est aussi à la technique. Merci à Sophie en tout cas de nous aider pour ça. Sophie, si tu as reçu la présentation de Maël, est-ce que tu peux la partager comme tu l'as fait pour Laurence? Donc, voilà, donc mon idée pour la présentation, c'était de vous présenter une partie où je présente eBike Labs et voilà, pour comprendre quand même le contexte, je pense que c'est important. Pendant la présentation, j'en profiterai pour voilà, expliquer des parties qui sont brevetées ou pas et quelques éléments d'impact et une partie de conclusion plus sur l'impact au sens global dans les différentes étapes de la société, de la valorisation de cet aspect immatériel. Parfait. Un grand merci à Sophie pour sa réactivité. Donc, Maël, tu peux y aller, c'est partagé. Voilà. Donc les questions que je vais vous poser pour démarrer, c'est est-ce que vous avez déjà vu un vélo électrique avec du freinage régénératif? Parce que autant en fait sur les voitures, c'est quelque chose qui est très général, autant sur les vélos, on en trouve quasiment nulle part. Donc si on peut aller à la slide suivante. Et en fait, quelque part, c'est étonnant parce qu'on se rend compte que sur les vélos, on va dire l'enjeu du freinage régénératif, c'est quelque chose qui est, je dirais, au moins aussi fort que sur une voiture, puisqu'on a les mêmes gains qui sont qu'on a moins d'usure, on gagne de l'autonomie, on gagne de la durée de vie des batteries. Et un autre aspect qui est intéressant, c'est qu'on a une gamification de l'usage où on va s'amuser à utiliser le vélo ou la voiture en utilisant le moins possible les freins mécaniques. Donc nous, eBike Labs, avec eBike OS, notre logiciel, ça c'est une des nouveautés qu'on amène sur le marché et qui est donc testable depuis quelques semaines, notamment sur le vélo d'un client qui s'appelle VEFA. VEFA pour vélo électrique facile à adopter et qui est testé et maintenant très, très apprécié de la presse spécialisée, voilà, comme Frandroid, qui a trouvé que c'était un système très bien pensé. Et donc si on peut aller à la slide suivante, donc c'est vrai que quand si on regarde... si on se dit comme ça, tiens, le frein régénératif, c'est vrai que c'est une évidence sur les voitures, alors pourquoi pas sur les vélos? En fait, si on regarde dans l'historique du marché du vélo, on peut voir des tentatives précédentes d'introduire le frein régénératif sur les vélos. Et en fait, il y avait un certain nombre de problèmes à résoudre pour que ce type de technologie soit déployable à grande échelle. Donc là, je ne vais pas forcément rentrer en détail dans tous les points, parce qu'on n'est pas sur un séminaire sur le vélo. Mais dans les grandes lignes, première chose assez simple, c'est que pour avoir un bon freinage régénératif, il faut avoir une puissance de charge assez importante dans les batteries. Pour avoir du freinage régénératif, il y a aussi des enjeux de sûreté, parce qu'il ne faut pas que cette fonction puisse endommager le matériel, voire entraîner des blocages de roues qui pourraient entraîner des accidents. On a des enjeux d'expérience utilisateur. Donc, par exemple, sur les systèmes Bionix, qui est un système qui est dans le vélo qui faisait du frein régénératif et qui a fait faillite,
pour activer le frein, on avait des boutons et on devait choisir un mode de freinage faible, moyen, fort, qui est une puissance constante. Et ça, c'est une manière d'activer qui ne marche pas bien, parce qu'en fait, par exemple, j'ai une descente raide, j'active sur le freinage maximum. S'il y a un petit replat, ben, je suis scotché, ça m'arrête parce que j'ai un frein qui est très fort. Il faut que je rechange à la main. Et du coup, c'est tellement pénible que je finis par ne pas l'utiliser, même si la fonction est disponible. Et ensuite, il y a des choses un peu techniques qui sont autour pour avoir un frein régénératif, il faut avoir un moteur dans la roue. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas forcément extrêmement valorisé dans le passé dans l'industrie du cycle, plutôt réservé à des vélos, on va dire, bas de gamme, parce qu'avec une mauvaise sensation de pédalage, ou alors avec des mauvais rendements. Donc ça, c'est tous les problèmes qui font que c'est des technologies qui n'ont pas émergé encore sur le marché du vélo et que vous voyez très peu de vélos dans la rue qui sont équipés de ce type de technologie. Et si on peut aller à la slide suivante, on va voir en fait en quoi e-Bike Labs, on a amené un certain nombre de technologies brevetées pour répondre à ces enjeux-là. Alors, donc pourquoi, voilà, la réponse, ici la question que je pose, c'est pourquoi est-ce que maintenant, d'un seul coup, quelque part, voilà, notre vision, c'est que d'ici 10 ans, peut-être 50% des vélos électriques seront équipés d'un freinage régénératif, et pourquoi est-ce que ce boom, il va s'initier maintenant? Donc, d'une part, il y a des éléments de contexte marché qui sont des évolutions du marché qu'on avait anticipées, comme le fait que les batteries ont de plus en plus de capacité, de plus en plus de puissance de recharge possible, et que les moteurs ont des rendements qui sont de mieux en mieux. Et on a aussi, en fait, chez e-Bike Labs, travaillé à des technologies pour amener justement les éléments de sûreté indispensables, notamment sur le marché européen, où il y a des normes de sûreté qui sont assez exigeantes sur le vélo, pour amener des technologies en termes d'usage qui sont adaptés au freinage régénératif, c'est-à-dire que le vélo va deviner si quelque part le cycliste veut freiner ou veut arrêter de freiner, et en temps réel et de manière fluide et de manière contrôlée. Donc ça, c'est une technologie brevetée qu'on appelle Regen Brake. Il y en a aussi des technologies qui vont transformer les moteurs roues, qui jusqu'à présent n'ont pas été beaucoup appréciés, en des systèmes très haut de gamme, très performants, très agréables. Donc là, on a 3 technologies brevetées qu'on appelle Automode, qui adapte automatiquement la puissance du moteur à l'environnement. Instant Response, donc ça c'est le fait d'avoir une réponse qui est instantanée entre ce que fait le cycliste et ce que fait le vélo. Et Hill Start Assist, c'est pour aider les personnes à démarrer en côte, ce qui est l'opération la plus critique en vélo, et notamment par exemple quand on pilote un vélo cargo avec deux enfants à bord. Et donc ce que je trouve intéressant là dans un premier élément de réflexion par rapport à la valorisation de la propriété intellectuelle, c'est que comme ça a été dit, je dirais en introduction d'e-Bike Labs, nous on a créé e-Bike Labs pour transformer la mobilité et pour quelque part faciliter au maximum l'usage du vélo. Voilà, pour la petite histoire, moi à l'époque, je travaillais dans un laboratoire où je voyais des gens qui travaillaient sur la voiture autonome, où je voyais qu'on faisait en sorte que les voitures se garent toutes seules pour faciliter l'usage de la voiture, et je me disais c'est quand même dingue qu'on fasse rien pour le vélo, alors que pour les enjeux de santé publique et de mobilité, c'est beaucoup plus intéressant de développer le vélo. Et donc, on a développé toutes ces technologies, mais au début, on ne savait pas exactement, quelque part, quelle allait être notre proposition de valeur, quelle révolution on allait pouvoir mettre sur le marché. Et donc, on a fait ça brique par brique. Donc, on a eu des briques liées à aussi des fonctions de blocage moteur, on a des fonctions, du coup, d'agrément d'usage, etc. Et finalement, on a construit une dizaine de brevets qui font qu'aujourd'hui, par rapport à cette révolution qui est que demain, sur un vélo sur 2, il y aura un freinage régénératif, en fait, on a une dizaine de technologies qui sont clés dans cette révolution qui va être massive. Voilà, et ça s'est pas fait, et ça s'est fait quelque part petit à petit. Et je dirais qu'ici, c'est vrai qu'il y a une notion de quantité qui est assez importante pour qu'on soit vu comme un acteur assez incontournable de cette révolution. Donc, si on va à la page suivante, donc ces verrous étant levés, donc nous on pense qu'en effet c'est une révolution qui va arriver sur la plupart des gammes de vélos. Donc, je ne vais pas rentrer en détail, les vélos de ville, vélos cargo, vélos qui peuvent être mixtes, usage loisir et urbain. Et donc, si on va à la slide suivante, donc nous, chez e-Bike Labs, donc ce qu'on fait, c'est e-Bike OS, c'est un logiciel qui implémente une dizaine de technologies brevetées, qui rend le vélo plus attractif, qui va faciliter l'usage, donc il va y avoir plus d'usage, et qui va rendre les vélos plus durables. Et là aussi, on a d'autres technologies brevetées, ce qui va, on va dire, encore étendre notre proposition de valeur, et qui fait qu'il en est quelque part, c'est comme ça qu'on cherche à avoir un impact maximum sur la mobilité et la santé en faisant la promotion du passage au vélo, de son usage et de son usage dans le temps. Et donc, ce qui est important de comprendre dans notre stratégie, c'est que e-Bike OS, c'est non seulement tout un tas de features qui sont intéressantes, et dès qu'on fait des essais, c'est toujours des retours très positifs,
Et voilà, on avait par exemple fait tester à Didier, qui pourra nous en parler. Et au-delà de ça, en fait, on s'appuie sur ces technologies brevetées qui sont indépendantes quelque part qui marchent avec des composants standards, dans l'objectif de créer un logiciel standard qui va être indépendant des fournisseurs de pièces de vélo. Et donc, on est le premier fournisseur de logiciels pour vélo électrique, sachant qu'eBikeOS, c'est un logiciel de contrôleur, donc c'est un logiciel qui est totalement invisible dans le vélo, voilà, et qu'on essaie de rendre visible aussi. Et ça, c'est une stratégie de marque par ce logo que vous voyez à l'écran. Parce qu'encore une fois, notre produit, c'est un logiciel de contrôleur, donc c'est le logiciel qui est dans l'électronique embarquée du vélo et que l'utilisateur ne voit pas. Et aujourd'hui, eBikeOS est présent avec un sticker sur les vélos de nos clients, ce qui fait que quelqu'un qui va acheter un vélo avec un sticker eBikeOS va savoir qu'il aura un vélo qui sera très facile à utiliser, très agréable, voilà, très plaisant, avec des fonctions de freinage et avec une durabilité accrue. Et donc, si on va à la slide suivante, donc aujourd'hui, je dirais que la valorisation de notre capital immatériel a été clé dans le développement d'eBike Labs. Alors, il y a eu le tout début d'eBike Labs où assez rapidement, on a eu l'idée de déposer des brevets sur les choses qu'on trouvait, on va dire, intelligentes et surtout, au-delà de trouver, d'avoir des solutions intelligentes qui nous paraissaient être des futures fonctions clés qui allaient se démocratiser dans l'industrie. Donc, il faut à la fois avoir un regard, on va dire, marketing produit, on va dire un petit peu, entre guillemets, visionnaire sur ce qui va se passer et à la fois technique d'avoir des solutions qui sont évidemment brevetables. Et ça, c'est vrai que quand on démarre une société, d'avoir des brevets tout de suite, ça permet d'avoir une étiquette comme étant une société qui est réellement innovante et d'attirer des financements privés et publics. Et sans doute qu'avec le recul, je pense que dans cette phase de démarrage, on n'a pas sollicité assez de financement, parce qu'en fait, ce dont je me rends compte, en tout cas après coup, c'est que c'est beaucoup plus facile de se faire financer bien au début quand finalement on a assez peu de choses à avoir prouvées. Et donc il y a beaucoup d'excitation autour de la nouveauté qu'ensuite. Ensuite, nous, dans notre historique, on a eu des offres de rachat avant même d'avoir, je dirais, un client pour notre produit, avant que notre produit soit disponible dans une solution industrielle à grande échelle. Et ça, ces offres de rachat, elles étaient déjà, on va dire, relativement conséquentes. Et du coup, elles valorisaient quelque part que de l'immatériel, puisque ça valorisait notre savoir-faire, nos brevets. Alors, évidemment, il y avait aussi la partie équipe, mais c'était avant tout des choses immatérielles. Et donc, on a refusé ces offres et on a fait le choix de vouloir rendre disponible, parce que l'objectif de ce type de rachat, souvent, c'est de garder la propriété intellectuelle justement pour un seul industriel. Alors nous, ce qu'on veut faire, c'est un standard qui va être accessible à tous les industriels. Et donc pour ça, il fallait en convaincre un premier d'investir en fait dans une carte électronique, donc le contrôleur compatible avec eBikeOS, pour que notre solution soit achetable par les clients. Parce que ça, c'est un chemin qui est assez classique dans les startups, c'est que entre guillemets deep tech, c'est que souvent, d'abord on fait des inventions et ensuite il faut industrialiser pour qu'elles soient achetables, déployables. Et donc là, l'IP est évidemment important aussi pour montrer qu'on avait quelque part un asset qui est derrière, qui allait être important pour développer notre activité et que faire un contrôleur compatible eBikeOS était intéressant pour nos partenaires. Ensuite, on a obtenu nos premiers clients. Alors, on a aussi eu, nous, une aventure un peu spécifique parce qu'on a attaqué une marque pour contrefaçon et voilà, finalement, le conflit s'est résolu et ce qui nous a permis aussi de générer des revenus IP en avance de phase même de la disponibilité de notre propre produit eBikeOS. Donc, ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Et donc, aujourd'hui, on est de nouveau en phase de levée de fonds. Notre objectif, c'est de faire d'eBikeOS un standard indépendant des fournisseurs de matériel, voilà, pour amener un meilleur fonctionnement des vélos électriques et plus de durabilité et de réparabilité dans les vélos. Et ça, on pense aussi que notre actif, alors il y a la marque, mais qui est vraiment très naissante. Et là, c'est surtout notre portefeuille brevet qui, on pense, nous légitime beaucoup pour être dans cette position par rapport à n'importe quel éditeur de logiciel, parce qu'on amène de la valeur au marché, de la valeur au client par cette IP. Et il y en a aussi une position durable qui, on pense, est assez forte pour créer ce standard. Donc ça, c'est évidemment quelque chose où on est encore au début. Et on compte beaucoup sur cet actif et on le valorise dans la levée de fonds qu'on est en train de faire actuellement. Voilà, c'est tout pour moi. Je ne sais pas si c'était clair ou si vous avez des questions. Merci. Merci Maëlle.
Didier a déjà une question, puis après on a une question dans le fil que je poserai. Vas-y Didier, commence. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est pour attester de ce que dit Maël. Donc, évidemment, moi, je fais du vélo. J'ai eu le bonheur d'acheter à ma maman, il y a quelques temps, un vélo électrique chez un vendeur qui était pas très loin de chez nous. Et en fait, il s'avère que Pizza Hut avait commandé à cette marque de vélo électrique un certain nombre de vélos pour ses livreurs et s'est rétracté. Et ces vélos se sont retrouvés dans le commerce. Et j'ai acheté un de ces vélos de livraison Pizza Hut avec devant un cadre pour mettre les pizzas. Alors, j'aimerais dire à tous et à toutes que c'est pas le meilleur vélo pour draguer en ville, hein. Quand vous promenez avec un vélo de livraison rouge pour Pizza Hut, c'est pas le truc le plus glamour qui soit. Mais il est vrai qu'à l'expérience, j'ai trouvé que ce vélo, malheureusement, avait beaucoup d'à-coups, à tel point que quelqu'un de ma famille qui avait des problèmes de genoux ne voulait plus utiliser ce vélo électrique parce qu'en fin de compte, pas sympa d'utilisation, pas une expérience utilisateur qui n'est pas cool. Et j'ai essayé les vélos avec le logiciel e-bike.os, e-bike Labs à Grenoble. J'ai eu cette chance, j'ai eu ce privilège. Entre autres, un vélo cargo, que ce soit la montée ou la descente. Alors, il n'y avait pas d'enfants dans le vélo, hein, parce que malheureusement, personne n'a voulu me prêter ses enfants, ni ses commissions, ni sa belle-mère pour que je la transporte dans les rues de Grenoble. Donc, mais le vélo était quand même un vélo impressionnant, hein, parce qu'un vélo cargo, c'est impressionnant, et je dois avouer que la différence, elle est juste incroyable. C'est-à-dire que vous passez d'un monde à l'autre. Vous êtes vraiment, vraiment sur un confort d'utilisation, sur une douceur, sur une réactivité qui fait que vous montez sur votre vélo électrique avec un grand bonheur et un grand plaisir. Donc, merci Maël des efforts que tu as fait dans tes activités de R&D, de développement. C'est une équipe super sympa en plus et qui, j'espère, va faire que beaucoup d'individus vont accepter de vouloir braver la pluie, le vent, quelquefois, de nos belles régions et apprécier le soleil par moment sur un vélo. Donc, merci Maël et je peux confirmer, cette solution est super chouette. Merci Didier. Alors, on a un témoignage de Jacques qui déjà te remercie, Maël, pour ton témoignage et qui souhaiterait savoir, tu sais, dans cet écosystème qui nous a présenté un petit peu la progression d'e-bike Labs et dans cet écosystème un petit peu concurrentiel et compétitif, quand même, faut-il le dire, dans cette sorte d'océan rouge, Jacques te demande si effectivement tu as dû à un moment donné adapter, faire évoluer ta stratégie par rapport effectivement à l'écosystème des partenaires, des concurrents, etc., etc. Est-ce que tu as dû changer à un moment donné de cap, modifier un petit peu ta boussole? Oui, c'est vrai que c'est une bonne question, parce qu'en effet, au début d'e-bike Labs, on vendait des systèmes matériels et logiciels combinés, donc plutôt des composants propriétaires avec un hardware spécifique et un logiciel spécifique. Et là, on était un peu dans l'océan rouge, parce qu'en fait, des équipementiers qui vendent du contrôleur, de vélo électrique, des moteurs, etc., il y en a une cinquantaine, il y a Bosch, Shimano, etc., des très gros acteurs. Et c'est vrai que c'était pas évident de se démarquer. Et en fait, on se démarquait beaucoup justement par le logiciel et son IP qui attirait. Et d'un autre côté, en fait, en termes de capacité à délivrer des pièces, à garantir la disponibilité des pièces pendant 10 ans, alors qu'en fait, on était 10 à bosser à Grenoble avec une culture entre guillemets assez fragile, parce que forcément, à ses débuts. On a réussi à avoir des premiers clients, mais on était assez vite on va dire, face à un plafond de verre en termes de développement. Quand on essayait d'attraper des gros contrats, c'était pas évident d'être dans cet océan rouge avec plein de concurrents. Et du coup, le choix stratégique qu'on a fait, qui était assez fort, qui était assez risqué, mais qui maintenant commence à bien payer, c'était de se dire, plutôt que d'être un des 50 acteurs qui fait un contrôleur avec son logiciel, on va dire à ces 50 acteurs, arrêtez de tous faire un logiciel, on va faire un logiciel commun qui est e-bike.os, et on va mutualiser ça. Parce qu'en fait, dans toutes les industries, par exemple dans le smartphone, il y a Android, et en fait, c'est pas chaque fabricant de smartphone qui fait son OS. Et ça, il y a une logique en termes de mutualisation de la R&D, de mutualisation d'agrément. En fait, c'est bénéfique pour toute la filière. Et donc, on s'est dit, on va avoir une stratégie où on est justement cet acteur qui fait un logiciel standard, plutôt que chacun fasse son propre logiciel. Et en fait, à la fin, pour un industriel, ne pas faire son logiciel, c'est des coûts de R&D en moins. Donc lui, dans cet océan rouge, quelque part, il s'en sort mieux. Et il peut se concentrer sur sa différenciation. Et donc ça, c'est assez sain. Et ce qui nous a permis de faire ça, c'est aussi ce qui nous permet, en tout cas, de prétendre à cette ambition, je dirais, c'est là-dessus, je pense, d'avoir des brevets qui étaient en fait tous logiciels et indépendants des composants. Et en fait, on avait eu cette stratégie d'innovation au début pour avoir quelque chose qui était le plus générique possible pour avoir un impact qui est fort. Et finalement, c'est ce qui nous a permis de faire ce switch vers une stratégie d'être un logiciel standard. Voilà, je ne sais pas si c'était très clair ce que j'ai.
Oui, c'est très clair. C'est vrai que c'est souvent intéressant de se dire que propriété intellectuelle, ce P souvent résonne comme une nécessité de partenariat aujourd'hui, et moins de propriété et de quelque chose d'un peu centripète qu'on garderait de par vers soi. Tu as bien prouvé effectivement que je dirais que la stratégie payante, c'est aussi d'aller vers les autres et puis d'essayer de mutualiser, de trouver des alliances qui permettent effectivement de transcender un petit peu parfois cette complexité concurrentielle. Alors, je n'ai pas d'autres questions. J'espère que Jacques, ça a répondu en tout cas à votre questionnement à ce Peut-être je stade. peux faire un tout dernier commentaire sur l'importance des Ouais. brevets dans ce switch. C'est qu'en fait, en ne faisant pas la partie matérielle, on est beaucoup plus exposé notre IP en fait. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus important qu'elle soit protégée que pour qu'il y ait justement des frontières claires entre ce que nous on apporte, ce que le fabricant de matériel apporte. Et pour pas qu'on se fasse, on va dire, dépasser dans le futur. C'est ça. Didier, tu voulais intervenir à nouveau? Oui, enfin, ce qui est important du témoignage de Maël aussi, c'est qu'on l'a quand même entendu à plusieurs reprises, c'est du logiciel, c'est du brevet logiciel. Donc, ceux et celles qui pensaient que, selon la rumeur, le logiciel n'est pas brevetable, ben, il l'est. Alors évidemment, pas tous les logiciels, il faut qu'il y ait une petite fonction technique, et l'INPI veille au grain, pour ne pas breveter n'importe quoi et n'importe comment, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, le logiciel est massivement breveté, il est à l'INPI, il est à l'Office européen des brevets, auprès de beaucoup d'institutions dans le monde. Donc là, je pense qu'on a, on a quand même, et aujourd'hui, pour ne pas trahir de secret, Maël a à peu près 7 demandes de brevets ou 7 familles déposées, plus d'autres en gestation. À terme, on parle d'un portefeuille, je pense, d'une bonne vingtaine, voire plus, et toutes probablement seront sur de logiciels. Donc ça, c'est important de le dire. C'est important de dire aussi que des jeunes chercheurs, des équipes de pointe en IA, parce que c'est le domaine dans lequel Maël a fait sa thèse avec l'INRIA, eh bien, n'ont pas boudé la propriété intellectuelle, se sont intéressés aux brevets, ont déposé des brevets, ont monté leur société qui marche, qui grandit, et avec des clients. Vous avez combien? 5 clients maintenant, Maël, c'est ça? Un petit peu plus, ouais, mais c'est l'ordre de grandeur. Un peu plus, ben voilà. Donc, c'est quand même joli. Et tout ça à Grenoble. Alors, c'est l'Est aussi. C'est l'Est un peu du Sud, mais c'est l'Est. Sud-Est, oui. Exact. Merci. Merci Didier. Est-ce qu'on a plus d'autres questions, j'imagine? Si, non, Laurent? Pas de souhait d'intervention, pas de main levée, Bien. pas de questions posées. Bien, écoutez, on arrive au terme de ce Propial. Alors, je voudrais remercier encore une fois nos intervenants, Mathieu, Didier, Laurence et Maël. Alors, je ne sais pas si les intervenants peuvent tous ouvrir leur caméra de façon à ce qu'on fasse une capture d'écran. Anne aussi. Emmanuel, je ne sais pas si Emmanuel est... Alors, le problème, est-ce qu'on va tous tenir sur le même écran? C'est la grosse question. Est-ce que Sophie est là? Parce qu'en fait, je voudrais également remercier Sophie, parce que Sophie, elle a passé les slides, mais elle ne fait pas que ça, Sophie. C'est elle qui est le chef d'orchestre un peu de ce Propial. Elle a tout organisé, contacté les intervenants, organisé le timing, etc. Donc, un grand merci à Sophie. Voilà, Sophie est là. On va faire une petite capture d'écran, là. Voilà, normalement, ce serait bon. Anne, si tu peux capturer ton écran aussi, comme ça au moins on aura un backup. Ça marche. Voilà. Donc, merci à tous. Je ne sais pas, Sophie, si on a des informations sur un prochain Propial. Non, peut-être pas encore, je ne sais plus. Alors, le micro est coupé. Excusez-moi. Le prochain Propial a lieu en novembre. En novembre, d'accord. Et on n'a pas le sujet encore, je crois, non? Si? Si, on l'a défini. Bon, voilà. Voilà. Il y a un sujet. Donc, c'est pour faire du teasing, là. On vous le communiquera assez rapidement, de façon à ce que vous puissiez bloquer vos agendas. Voilà. Merci encore à tous ceux qui ont participé au Propial, les intervenants, les partenaires, I2EPI, CCI, etc. Et puis on vous donne rendez-vous donc pour un prochain Propial, donc en novembre prochain. Voilà, merci à tous, bonne soirée et à très bientôt. Merci. Merci à tous, À au revoir. bientôt. Merci à tous et à Bonne tous. soirée. Au revoir.